Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission qui est un peu votre JT autour du développement. Et à ce titre, aujourd'hui, on verra ensemble que le W3C a annoncé un nouveau standard pour les paiements en ligne, ou encore que Stack Overflow a encore fait une gaffe de plus. Mais avant ça, vous commencez à en avoir l'habitude, on fonce tout droit en 2009, et le 19 juin 2009, Apple présentait l'iPhone 3GS lors de la WWDC, parce qu'à l'époque, Apple faisait l'annonce en juin, et la disponibilité, par contre, elle n'était qu'en septembre. Et ce 3GS dont le S y signifiait speed, c'est tout simplement parce qu'il y avait un processeur plus puissant qui était de type double cœur. Il y avait aussi un appareil photo de 3 mégapixels, sachant qu'à l'époque il était sorti sur iPhone OS 3, qui était en fait l'ancien nom d'iOS. Alors si vous avez eu ce téléphone, et bien surtout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je vous propose déjà qu'on referme les vieux livres d'histoire parce qu'aujourd'hui on est le 19 juin mai de 2023, et donc on va regarder ensemble les actus. Pour commencer, on va aller du côté de chez Firebase. Vous avez peut-être remarqué une nouveauté du côté de Crashlytics, puisque depuis vendredi, tous les événements liés à des terminaux Android sont découpés par catégorie. Alors vous pouvez pour ça filtrer sur les téléphones, les tablettes, les montres, les télés ou encore les Chromebooks. Dans le changelog, il précise que vous verrez apparaître ces filtres que pour les événements à partir du 4 mai, sinon ils seront classés dans la catégorie inconnue. Et chose qui se contredit un tout petit peu, ils indiquent que le 3 août, tous les événements seront forcément associés à une catégorie. Alors j'imagine qu'en ce moment, il se peut que certains passent peut-être au travers. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez strictement rien à faire pour en bénéficier. Mais attention, comme je vous l'ai dit, c'est bien exclusivement pour Android. On continue avec une info qui intéressera les personnes qui font du Flutter, et comme vous le savez, ce ne sont pas les solutions pour traduire les applications qui manquent. Et dans ce paysage, Localize fait partie des outils qui sont assez connus puisqu'ils supportent Flutter depuis un bon moment déjà. Mais désormais, ils fournissent leur SDK comme c'est déjà le cas sur de l'Android natif et de l'iOS natif pour avoir la possibilité de récupérer les nouvelles traductions directement et sans avoir besoin de récompiler. Alors c'est clairement pas le premier service à proposer ça, mais si vous êtes chez Localize, c'est disponible et en plus c'est sans surcoût. Par contre, ça faisait très longtemps que j'étais pas passé sur leur site et à 120$ par mois, c'est quand même pas franchement donné. En tout cas, la fonctionnalité, elle se justifie clairement pour le prix demandé. On poursuit avec une info qui vous sera essentiellement utile sur mobile, mais en réalité, elle peut quand même s'appliquer de partout. Et d'ailleurs, quand je dis une info, ce sont plutôt plein de bonnes pratiques pour SQLite. Et comme vous le savez, autant Android qu'iOS intègrent cette base de données directement dans leur OS, car vu qu'il y a Lite dedans, forcément c'est plus optimisé sur mobile, mais encore faut-il l'utiliser correctement pour éviter d'avoir des pertes de performance. Et pour ça, Google donne 3 grandes règles à respecter. La première est qu'il vaut mieux lire le strict minimum de lignes et de colonnes. La seconde est qu'il faut autant que possible donner tous les calculs à faire par votre requête plutôt que de le faire dans le code classique, on va dire. Et la dernière, c'est qu'il ne faut pas hésiter à modifier le schéma de votre base pour par exemple utiliser des index. Pour le reste, je vous laisse aller lire, mais c'est toujours riche en enseignements, typiquement sur des fonctionnalités à activer avec Pragma. Allez, on poursuit et on fait un petit détour par une anecdote assez intéressante sur la keynote de la WWDC, et comme je vous l'ai expliqué, il n'est plus nécessaire de dire le Hey dans Hey Siri pour déclencher l'assistant. D'ailleurs, pour info, ce ne sera pas disponible avec la version française dans un premier temps. Mais surtout, je voulais vous en parler car normalement, en disant ce mot-clé, les iPhones et les iPads, ils auraient dû se réveiller lors de l'intonation de ce hot word pendant la conférence, sauf qu'il n'y a rien eu du tout. Et là-dessus, un podcast américain s'est amusé à regarder la piste audio de la vidéo et elle a été volontairement trafiquée, comme vous pouvez le voir, et il y a certaines plages qui sont complètement inaudibles pour que Siri détecte bien que ce n'est pas en son naturel. Voilà, donc si vous voulez faire une vidéo qui ne réveille pas les assistants vocaux, eh bien vous savez désormais comment vous y prendre. Et juste avant d'aller voir les actus en bref, j'ai trouvé pour VS Code un tracker de Gremlins. Alors clairement, ça n'a rien à voir avec les petites bêtes du film sorties dans les années 80, mais c'est plutôt pour trouver des caractères invisibles qui vous font souvent des erreurs de compilation sans que vous compreniez pourquoi. C'est par exemple le cas des espaces insécables, et l'avantage de cette extension, c'est que vous pouvez aussi créer votre propre dictionnaire de mots interdits, ce qui devrait en toute logique vous éviter bien des tracas. Voilà, donc d'une manière générale, vous pouvez remercier les Gremlins et VS Code. Allez, je vous propose qu'on enchaîne un peu plus tôt avec les actus en bref, car après on parlera web et Stack Overflow. On commence par une bonne nouvelle pour les consommateurs européens puisque le Parlement a voté le fait que, je cite, « Les consommateurs doivent pouvoir facilement retirer et remplacer les batteries des smartphones par eux-mêmes ». Attention, ce n'est que la première étape toutefois car le Conseil européen doit ensuite valider la loi. Et il faudra aussi se montrer patient car la mise en vigueur prendra 3 ans et demi. A noter que d'autres critères sur la collecte ou encore la portion recyclable font aussi partie de cette loi. La semaine dernière, notre tonton Musk était en visite à Paris et il est acquis que les 44 milliards de dollars dépensés pour le rachat de Twitter étaient un peu trop élevés. Mais toutefois, pour essayer de se justifier, il dit maintenant, et je le traduis, « Si je suis si intelligent, pourquoi ai-je payé si cher ?»
et c'est une certaine manière de faire du damage control. Toujours à Vivatech, la SNCF a présenté ses nouveaux systèmes d'affichage de départ et d'arrivée des trains. Mais face à la grogne des utilisateurs qui regrettaient la disparition des couleurs vertes et bleues, la compagnie fait finalement machine arrière. Ensuite, je n'ose pas revenir sur l'affaire Reddit tant il y a d'épisodes et la situation évolue chaque instant. Mais un utilisateur a remarqué qu'un grand nombre d'avis de 5 étoiles et avec un seul mot avaient récemment été publiés sur le Google Play. Serait-ce une coïncidence ? Et enfin, la semaine dernière, l'Iran était fier d'annoncer son premier CPU quantique. Mais si vous regardez bien ce que tient le militaire entre ses mains, ce n'est qu'une simple devboard ARM que vous pouvez acheter sur Amazon. Alors serait-ce du bluff de l'Iran ou alors un simple couac de communication, difficile de savoir. On reprend et j'ai une bonne nouvelle qui peut vous intéresser si vous êtes citoyen américain et si vous y avez vécu entre octobre 2006 et septembre 2013. Et oui, je sais, c'est super précis car une class action avait été déclenchée en 2010 et elle a mis quasiment 13 ans avant d'être finalement validée. Mais Google vient d'accepter de payer 23 millions de dollars aux personnes qui ont cliqué sur un des résultats de la recherche sur cette période. Et l'origine de cette class action, c'est qu'à l'époque, quand Google ouvrait les sites, il envoyait aussi dans les headers les termes de la recherche faits par l'utilisateur. Et autant dire qu'au niveau vie privée, on est très loin des standards d'aujourd'hui, car forcément, le site tiers, il pouvait récupérer les données. Bon, par contre, 23 millions de dollars divisé par une bonne partie de la population américaine, ça fait quand même pas beaucoup. Mais bon, en tout cas, vous voyez que la vie privée, ça se monnaie quand même en millions. On poursuit et on retourne à du plus concret pour nous, à savoir que le W3C vient d'annoncer un nouveau standard pour les paiements en ligne qui s'appelle la Secure Payment Confirmation ou SPC pour aller plus vite. Alors déjà, attention, elle n'est pas encore validée à 100%, mais Chromium l'implémente complètement et Safari a déjà commencé. Et d'ailleurs, pour être plus précis, on est à l'état de Candidate Recommendation qui ne pourra passer en Proposed Recommendation qu'en août avant d'être validé ensuite. Donc autrement dit, vous allez m'entendre en reparler dans plusieurs mois. D'autant que la phase actuelle, elle est soumise à commentaires, donc ce sera dans le meilleur des cas qu'en août ça pourra avancer. Mais ce projet, il est loin d'être nouveau puisqu'en 2019, le W3C avait déjà annoncé travailler sur un système d'authentification forte et un pilote avait même été mené par Stripe en 2020. L'idée, c'est que la SPC, elle se veut être un moyen de paiement sans friction, ce qui veut pas dire grand chose dit comme ça. Mais si je fais le parallèle avec aujourd'hui, il vous arrive de devoir donner un code unique pour valider les paiements, et bien ici, ça disparaîtrait complètement. Alors je vous schématise grossièrement le système, mais je vous invite quand même à aller lire la spec qui contient forcément des détails plus techniques. Mais dans l'idée, en plus de l'authentification web classique, il y aura une couche supplémentaire de consentement. Et au moment d'une transaction, la fameuse SPC dont je vous parle va demander au navigateur d'afficher une pop-up à l'utilisateur pour valider ou non la transaction. À ce moment-là, les détails de la transaction sont signés soit par un authentificateur de type FIDO, soit par une banque, soit d'une manière générale par une plateforme de paiement qui peut valider l'authentification de manière cryptographique. Et finalement, après tout ça, le paiement il peut bien avoir lieu. Donc en gros, si je schématise, aujourd'hui vous donnez votre numéro de carte bleue, puis potentiellement ensuite un code, et bien là ce serait une sorte de 2 en 1. Mais bon, comme je vous l'ai dit, rien n'est encore fait, d'autant que le W3C il ne communiquera sur les premiers retours des expérimentations qu'en septembre. Et juste avant de passer à notre très cher Stack Overflow, vu qu'on parle de web, les DevTools des navigateurs s'améliorent de version en version, mais quoi de mieux qu'un navigateur spécialement conçu pour les développeurs ? Et c'est en effet ce que propose Polypane qui vient d'ailleurs de sortir en version 14. Dans l'idée, c'est un navigateur basé sur Chromium où vous allez pouvoir afficher côte à côte plusieurs versions responsives. Ça permettra donc de vérifier si en changeant une propriété d'un côté, ça vous la casse pas d'un autre. Mais ce n'est qu'une fonctionnalité parmi bien d'autres car ils en citent 40 comme des outils pour tester l'accessibilité ou encore pour mesurer les performances. Et dans la version 14, vous avez aussi la possibilité d'avoir un Session Manager qui permet de facilement basculer entre un utilisateur connecté ou pas. Mais bon, je vous ai présenté ça de manière idéale, mais il y a quand même une ombre au tableau parce que c'est tout simplement payant à 9€ par mois avec une période d'essai de 14 jours. Mais par contre, si vous êtes étudiant, c'est gratuit dans la suite fournie par GitHub. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour relancer les sondages car ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et pour ça, imaginons que vous avez un produit qui est uniquement payant. Et qu'est-ce que vous préférez finalement pour le tester ? Est-ce que c'est plutôt une version d'essai limitée dans le temps comme ici, ou alors plutôt une version gratuite et très limitée, ou potentiellement même autre chose ? Eh bien, je vous ai mis pour ça un sondage dans la partie communauté, et si vous savez pas où aller, on fait simple, vous avez un commentaire épinglé, vous cliquez dessus, et vous pouvez alors répondre. Et pour le dernier sujet du jour, c'est à nouveau Stack Overflow qui refait parler de lui, et je pensais qu'après les polémiques, la sortie du sondage sur l'écosystème des développeurs, ça allait peut-être un peu tout calmer, et bien pas du tout. Alors pour vous donner un petit indice sur la polémique, on va regarder ce qui s'est passé en 2022, et on peut voir que sur le profil des développeurs, on a par exemple l'âge, le pays ou encore le genre. Sachant que le chiffre de quasiment 92% d'hommes, c'est certes désespérant, mais c'est bien connu. Mais maintenant, on va regarder celui de 2023, et il y a bien l'âge des développeurs, le pays, mais absolument pas le genre. Et en effet, cette année, Stack Overflow n'a carrément pas posé la question. Malheureusement, ils n'ont pas communiqué sur cette disparition et ils ne répondent pas non plus aux questions sur cette disparition.
Mais c'est quand même dommage quand on sait que l'année dernière, il disait, et je l'ai traduit, « Nous avons encore beaucoup à faire pour que notre plateforme soit inclusive et que notre enquête soit représentative des développeurs du monde entier. » Et donc si on comprend bien la deuxième partie de la phrase, vu qu'il y a 92% des réponses qui sont faites par des hommes, elles sont donc biaisées, et donc ça, bon ok, on peut pas le nier. Mais donc la seule solution pour corriger le problème, c'est de ne pas en parler. Et bien à nouveau, c'est très décevant de la part de Stack Overflow, d'autant en plus que c'est même pas eux qui sont responsables de ces étapes. Et bon, de par leur place dans la communauté, il faudrait au contraire qu'ils continuent de dénoncer. Et bon, au contraire, en faisant ça, et ben ils ont une polémique de plus au derrière, et comme on dit, quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Et voilà, c'était les principaux faits qui ont marqué ce week-end, et pour info, j'évite de vous parler de Reddit car entre le moment où je tourne la vidéo et vous la regardez, il y a toujours des nouvelles déclarations qui viennent un peu dans tous les sens, et je préfère quand même éviter de vous sortir des infos périmées. Mais en tout cas, une fois que ça sera à peu près stabilisé, j'essaierai de vous résumer tout ça, mais bon, pour le moment, si je fais simple, la question reste de savoir qui va céder en premier, car c'est un peu le jeu de qui est le plus fort. Allez, comme d'habitude, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu, auquel cas n'oubliez pas de faire le petit like sur la vidéo car ça aide énormément pour le référencement. Et de mon côté, je vous donne bien sûr rendez-vous pour à nouveau 10 minutes de résumé de l'actualité dès demain, et comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous.